Si je vous demande, une troisième guerre mondiale peut-elle être nucléaire? Vous hésiterez, mais vous finirez par répondre que non, car il ne peut pas y avoir de gagnant. Ça ne rapporte que dalle à personne. Et vous aurez raison. Mais si je vous demande, peut-elle commencer par un accident? Par exemple, là, tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo, vous serez sûr que non. Et si je vous disais que le monde a frôlé la fin au moins 18 fois? En 1983, dans un bunker secret près de Moscou, l'alarme a retenti. Le satellite Oko détecte une flamme. 5 missiles en provenance des États-Unis. L'officier de service, Stanislav Petrov, devait alerter l'état-major pour qu'il prépare une riposte. Mais il a trouvé ça louche, 5 missiles et pas des centaines. Il n'a rien fait. Petrov a enfreint toutes les règles et a ordonné qu'on considère ça comme une fausse alerte. Plus tard, on découvrira que des rayons de soleil réfléchis par des nuages avaient trompé les satellites. Deux pays ont failli se cramer la gueule pendant que vos grands-parents buvaient du thé devant la télé, sans se douter qu'on avait échappé de peu à l'apocalypse. Cet homme a littéralement sauvé le monde. Et tout ça, c'est dans un film sur sa vie. Voilà à quoi il ressemblait vraiment. Mais si une fausse alerte comme ça reproduisait aujourd'hui, est-ce que cette fois-ci on y croit? Vous, derrière les écrans, vous dites non, une guerre nucléaire en 2025 quand même. Et vous avez peut-être raison, mais pendant ce temps, H24, des milliers de personnes de chaque côté de l'océan se surveillent de près et sont prêtes à tirer à quelques minutes après l'ordre. Et ce n'est pas ça le plus flippant. Le plus flippant, c'est les règles du jeu. Maintenant, vous allez découvrir à quoi ça ressemble une guerre nucléaire, ce qu'il y a dans la valise noire, combien de bombes atomiques ont été perdues et combien retrouvées, est-ce qu'on peut survivre dans un métro, qui continue la guerre si tout le monde meurt, à quelle distance de vous se cache un missile nucléaire et qui a un ticket pour l'avion de l'apocalypse. L'histoire avec Stanislav Petrov s'est passée et ce n'était pas la seule fois où on a failli déclencher une guerre nucléaire. À la surface, les gens ne se doutaient de rien. Ils mangeaient du saucisson, les gosses jouaient au ballon. Pendant ce temps, les maréchaux avaient la main sur le bouton rouge. Cuba, 1962. Pas loin des côtes, les Américains envoient des grenades classiques sur un des sous-marins de l'URSS. Et leur commandement, sans contact avec Moscou, s'imagine que la guerre nucléaire a commencé. Et il est à deux doigts à lancer des torpilles nucléaires comme celle-ci. Mais heureusement, un officier à bord, Vassili Arkhipov, lui a remis les idées en place. Des situations comme celle-ci, où on était à deux doigts de tout cramer, il y en a des dizaines. Et ça fait vraiment flipper. Alors les bombes nucléaires, c'est un peu comme la famille dans Fast et Furieux. Il y en a beaucoup et on n'a pas besoin de plus. Et les lois de la physique font vraiment flipper. Il faudrait environ 15 000 tonnes d'explosifs classiques pour raser une petite ville. Mais pourquoi s'embêter? La même puissance, tu l'as avec une bombe nucléaire de 2-3 mètres de long. Dedans, on tire un morceau d'uranium contre un autre, comme un coup de canon. Ou alors, plus récent, on compresse de l'uranium ou du plutonium avec une explosion chimique pour que les noyaux se rentrent dedans. Et là, boum, ça part en avalanche nucléaire. L'énergie libérée est telle que tout autour devient plasma brûlant. L'air est compressé comme un mur et ça balaye tout comme un bulldozer à réaction. Et ça, c'est juste une bombe classique, comme celle qu'on a balancée sur le Japon. Mais la technologie avait bien avancé. Aujourd'hui, cette bombe classique, on s'en sert juste pour allumer une autre encore plus puissante. Si tu mets du deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène lourd dans un conteneur, et que tu fais exploser une bombe nucléaire à côté, les atomes vont fusionner. Un mini-soleil va briller pendant une fraction de seconde, libérant l'énergie de millions de tonnes de TNT. C'est ça, l'arme thermonucléaire. C'est comme ça que fonctionnent les têtes nucléaires modernes, même si on continue de les appeler bombes nucléaires. C'est en fait de l'hypermort en barre. Et ce monstre, on l'utilise pour ne pas faire la guerre. Et c'est ça le paradoxe. Le monde fragile
tient grâce à cette peur. Ça s'appelle la dissuasion nucléaire, une sorte de duel mexicain où tout le monde vise un autre avec une ogive, sans jamais tirer en premier de peur de se faire raser en retour. Alors, combien de bombes il nous faut pour jouer à ce petit jeu? 9 pays possèdent l'arme nucléaire et chacun d'entre eux aurait largement assez avec 100 bombes pour rayer l'ennemi de la carte. Parce que sans bombe, ça veut dire sans explosion nucléaire. Et ça renvoie à n'importe quel pays à l'âge de pierre, même une superpuissance. 9 fois 100 égale 900 bombes en théorie pour la dissuasion. Et en vrai, combien on a? 14 000. Oui, 14 000 têtes nucléaires dans le monde prêtes à tout foutre en l'air. Et ça, c'est juste les restes de la guerre froide. À une époque, l'URSS à elle seule en avait 40 000. Aujourd'hui, la Russie et les États-Unis ont chacun 6 000 ogives. C'est toujours des chiffres complètement fous, mais on ne peut pas les tous utiliser d'un claquement de doigts. Une partie attend d'être désarmée, une autre est stockée, et seuls 3 000 environ sont prêtes à tirer, et en alerte permanente. Et si vous pensez que l'armée ne pense qu'à un nombre de bombes, vous vous trompez. Ce qui compte, c'est comment tu les envoies. C'est comme au lit. Ce n'est pas la taille qui compte, mais ce que tu en fais. 32 fois, les Américains ont fait tomber ces bombes au mauvais endroit. Soit elles ont cramé avec l'avion, soit elles ont coulé dans l'océan, soit elles sont tombées sur des zones habitées. La Groenland a même été irradiée et 6 bombes ne sont jamais retrouvées. Mais le pire problème, ce n'était même pas ça. C'est que les bombardiers mettaient trop de temps à arriver chez l'ennemi et sont faciles à abattre. Alors, on s'est posé la question, comment faire pour que nos bombes ne soient pas interceptées en chemin? Et réponse, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est là qu'elle est née, la triade nucléaire. 3 vecteurs d'attaque. Premier, depuis la Terre. Missiles intercontinentaux tirés des silos ou des camions. Super rapides. Ils font le tour de la moitié de la planète en 30 minutes. Ceux-là sont visés en premier dès qu'un conflit démarre pour les détruire avant qu'ils partent. Deuxième, depuis la mer. Des sous-marins planqués sous l'eau invisibles. Ils s'approchent des côtes ennemies et sortent de sous glace pour tirer. C'est l'atout de dernière minute, quand tout le reste est cramé et ils peuvent encore répondre. Troisième, depuis les airs, les bombardiers transportent des bombes ou des missiles de croisière. Avantage, si l'alerte est fausse, on peut les rappeler, et pas comme des missiles balistiques. Eux, une fois lancés, il n'y a pas de bouton annulé et pas d'autodestruction. Si t'as tiré, c'est foutu jusqu'au bout. Même si le président change d'avis, on ne peut plus arrêter la fusée. Tout est fait pour que personne, ni un agent ennemi ni un hacker, ne puisse annuler l'ordre. La localisation des missiles nucléaires, tu crois que c'est un top secret? Et moi aussi je pensais. Même mon prof d'éducation militaire me disait ça. Mais en fait, on sait très bien où les Américains cachent leur arsenal. Tiens, voilà une carte avec la position exacte, le type et le nombre de têtes nucléaires. Ouais, ce sont des données officiellement déclassifiées, quand les pays ont signé les accords de désarmement. Et les routes de transport, pareil, les ogives sont déplacées sous escorte dans des camions ultra blindés. Et pour la Russie, eh bien, c'est pareil. Beaucoup d'infos viennent d'observateurs internationaux. En France, aucun silo n'existe plus. Le dernier ICBM a été démonté en 1996. Notre dissuasion repose désormais sur 4 SNLE basés à l'île Longue et sur les Rafales armés de missiles ASMPA stationnés à Saint-Dizier et à Vorde. Et ce sont eux qui prendront les premiers coups en cas de baston nucléaire. On les appelle les forces de contre-force. Elles sont là pour encaisser les premières frappes. Et donc elles sont là bien gentiment à attendre de se faire bombarder? Eh bien, oui, mais pas toutes. En fait, l'atout de mobilité française, ce sont nos SNLE, invisibles sous l'Atlantique. Un sous-marin est toujours en patrouille, prêt à tirer ses missiles depuis n'importe quel point de l'océan, imprenable et introuvable. Et le plus intéressant, c'est que ces missiles, tu crois, c'est ton bouclier, mais c'est aussi ta cible principale. Si tu habites à côté, tu vis au bord d'un giga game over. Ouais. Mais si on sait tous ce que l'autre a et où il le cache,
Est-ce qu'on peut intercepter au moins une petite partie? Tout le monde a entendu parler de la défense antimissile ou ABM. Mais ça marche comment? Spoiler, très mal. Le problème, c'est qu'on a rendu les missiles balistiques trop efficaces. Ce sont des engins aussi complexes que des fusées spatiales. Ils corrigent même leur trajectoire en suivant les étoiles. Et leur vol a 3 phases: montée, espace, descente dans l'atmosphère. Pour les détruire au décollage, il faut que vos antimissiles soient chez l'ennemi, donc c'est impossible. À la descente, c'est comme viser une balle avec une autre balle en vol à 30 000 km/h, plus de 8 km par seconde. Le seul moment où tu as un peu de marge, c'est en orbite. Mais là, les ogives ont un tour dans leur sac. Elles lâchent plusieurs têtes indépendantes qui partent vers plusieurs cibles. Effet revolver cosmique. Et en plus, elles balancent une nuée de l'or et de l'objet factice. Certains ressemblent à des vraies ogives. Le radar voit un nuage flou. Les missiles antimissiles peuvent se faire avoir et détruire une coque vide. Et en plus, les ogives sont camouflées thermiquement pour passer inaperçues. Conclusion, l'homme a créé une arme qu'on ne peut même plus détruire. On est soit trop malin, soit trop con. Et ce n'est même pas fini les mauvaises nouvelles. La Russie et les États-Unis n'ont quasiment aucun moyen de détruire des missiles intercontinentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé un accord, un pacte du déséquilibre. En gros, on évite de développer trop de systèmes antimissiles pour que l'autre continue à avoir peur de nous. Parce que si l'un construit plus de défense, l'autre va construire plus d'attaques, et ainsi à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a quand même de côté défense? Aux États-Unis, en Alaska et en Californie, ils ont planqué 44 intercepteurs spatiaux, des bébés missiles qui doivent percuter les ogives ennemies dans l'espace, à sec, sans explosifs. Oui, c'est juste une grosse barre de métal avec des capteurs et des moteurs. Exemple, la fusée enlève son capot, fait demi-tour, vise la cible et bam, elle fonce dedans et la détruit par impact. Et côté russe, elle a ce qu'on appelle l'anneau de Moscou, 68 missiles antimissiles nucléaires autour de la capitale. Eux, ils ne font pas de la finesse, ils sortent comme des taureaux en furie, explosant à proximité des ogives ennemies avec une mini-bombe nucléaire. Eux, ils ne font pas de la finesse, ils sortent comme des taureaux en furie, explosent à proximité des ogives ennemies avec une mini-bombe nucléaire. Donc les Américains, c'est barre de métal dans l'espace. Et les Russes, c'est boum dans ta face dans l'atmosphère. Et laquelle est la meilleure? On ne sait pas. Et on espère juste de jamais avoir à le découvrir. Et du côté français, on n'a pas de lanceur caché autour de Paris, mais un œil permanent tourné vers le ciel. Le radar grave installé près de Dijon suit chaque débris ou ogive qui passe à plus de 400 km d'altitude. Quelques batteries Aster 30B1 Mamba protègent Paris, Brest ou Istres, efficaces contre un missile de croisière mais quasi inutile face à un ICBM. Autant dire qu'en cas de frappe balistique, notre meilleur sera d'ouvrir une bouteille de champagne et regarder le ciel pour une dernière fois. T'as peut-être envie de dire maintenant, mais attends, on parle de la Russie, des États-Unis et la France dans tout ça. Pas de panique. La France aligne sa propre force de frappe, environ 300 ogives, soit près de 10% du stock mondial. Alors, faut bien le dire, la guerre nucléaire, ça peut commencer n'importe où, pas juste entre les États-Unis et la Russie. Par exemple, Inde et Pakistan. Ils se bagarrent pour la région de Cachemire depuis longtemps. Déjà 5 guerres. Officiellement, ils ne disent pas combien de bombes ils ont, mais on estime qu'ils ont environ 150 chacun. Donc une prochaine guerre, elle pourrait être nucléaire. Autre cas chaud, la Corée du Nord contre les États-Unis. Kim Jong-un fait des tests de missiles régulièrement. Il en a déjà un qui peut balancer une ogive sur n'importe quelle ville américaine. Il pourrait par précaution balancer 500 missiles pour cramer tous les sites nord-coréens. Trump, à l'époque, avait même balancé sur Twitter: mon bouton nucléaire est bien plus gros et plus puissant que le sien. Et en plus, il marche. Super! Les gosses ont grandi, mais ils continuent à sortir leur bite sur la table. C'est moi qui est la plus grosse. Non, c'est moi. Dommage que Trump, en réalité, il n'a rien là-bas. Je parle de le bouton.
Aux États-Unis, il n'y a pas de bouton. À la place, le président a deux clés. Un sac noir en cuir surnommé football, parce que c'est lui qui déclenche le plan d'attaque. Et une carte avec un code appelé biscuit, car elle fait crack comme un biscuit quand on l'ouvre. Et là, c'est le détail flippant. Personne ne peut empêcher le président américain de lancer une frappe nucléaire. Il peut envoyer une seule ogive ou des milliers s'il veut. Personne ne peut l'arrêter. Imaginons que Trump décide de faire tout péter. Il appelle un officier de Pentagone où il envoie une ligne sécurisée. L'officier lit le code. Trump confirme avec son biscuit. Le Pentagone envoie les codes de lancement au sous-marin au rampe de lancement. Tout ça prend 5 minutes. 5 minutes et retour à l'âge de pierre. Et tous mes 5 épisodes de Synapse partent à la poubelle. Et même tout le monde faudrait tout recommencer à zéro. Chez nous, en France, c'est le président, donc Emmanuel Macron actuellement, qui détient les codes nucléaires. Ils sont transmis via un centre très secret appelé le COFAS. Et pour les envoyer, on utilise un réseau ultra sécurisé nommé STN. Et la fameuse mallette présidentielle, elle existe bien, sauf qu'elle ne tient pas un bouton rouge, mais un appareil sobrement appelé TTN, Terminal des transmissions nucléaires. Une sorte de téléphone chiffré pour dire aux sous-marins nucléaires et aux avions Rafale, go. En Russie, alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur valise noire? À l'intérieur se trouve le téléphone le plus important de ce pays de merde. Non, tu peux pas commander une pizza avec. Tu peux même pas vraiment parler dedans, en fait. Ce qu'il y a dedans aujourd'hui, secret, mais à l'époque, c'était super simple. Les codes d'activation sont intégrés dans la mémoire. Il y a un vrai bouton rouge, tu choisis un plan d'attaque recommandé, et ce bouton envoie les codes sous forme de signaux chiffrés. La différence avec le système américain, le système russe ne peut pas frapper en premier. Il se déclenche qu'en cas d'attaque, et cette valise, elle n'est pas contre les mains du président. Il y en a 3. Une pour le président, une autre pour le ministère de la Défense et pour le chef d'état-major. Il suffit que 2 sur 3 valident pour que les missiles partent. En tout cas, c'était comme ça avant. Et maintenant, imagine, toute la haute autorité est tuée dans les premières heures de la guerre. Qui lance la riposte? Eh bien là, pas de James Bond qui entre en jeu, c'est un truc beaucoup plus flippant. Le système périmètre, surnommé main morte. C'est une innovation soviétique et personne ne sait s'il est encore actif, mais on en sait grâce à un des gars qui l'a conçu. Voici comment ça marche. Elle déclenche une fusée spatiale sans ogive. Cette fusée survole le pays. Elle envoie un signal radio à toutes les bases. Tirer tout ce qu'il reste. Ça arrive uniquement si les capteurs détectent plein de foyers de radiation. Il y a des tremblements de terre suspects et plus aucune communication avec l'état-major ni le président. En clair, le système comprend qu'il est seul et prend le contrôle. C'est l'ordinateur qui finit la guerre quand plus personne n'est vivant pour le faire. C'est horrifiant, mais il faut pas flipper tout de suite. Avant que ça arrive, les dirigeants ont plein de planques, des bunkers, des avions. Et justement, le meilleur moyen de survivre à une explosion nucléaire, c'est d'être au-dessus. Et pourquoi au-dessus? Parce que la plupart des têtes nucléaires explosent à environ 2 mètres d'altitude pour que l'onde de choc soit bien concentrée sur le bâtiment et pas trop dissipée. Donc si tu es dans un avion, genre au-dessus de 10 km d'altitude, la vague de choc ne t'atteindrait même pas. Maximum, tu ressentiras une petite secousse, mais sinon, rien. C'est pour ça que les présidents de la France et des États-Unis ont des postes de commandement aérien. On les appelle les avions de jugement dernier. Et oui, ce truc existe. Vous ne le savez peut-être pas, mais derrière le président américain, il y a toujours un avion prêt à décoller, au cas où. Côté des États-Unis, c'est un Boeing E4. Côté français, son rôle est assuré par un Airbus A330 MRT Phoenix. Ces avions sont blindés contre toutes les radiations possibles et bourrés d'équipements pour digérer l'armée depuis le ciel. Ils ont même une antenne de plusieurs mètres qu'ils déroulent en vol pour communiquer avec les sous-marins. Et avec ravitaillement en vol, ils peuvent rester en air plusieurs jours sans atterrir. Ok, eux, ils volent. Et nous, les gens normaux, les mortels, les piétons, et bah, on court. En cas d'attaque nucléaire, genre un missile balistique lancé depuis la Russie, on aura 10 minutes pour se planquer, pas plus. Et pourquoi si peu?
Un missile intercontinental ICBM, ça traverse toute l'Eurasie en 25 à 30 minutes. Mais avant même que l'alerte n'arrive sur ton téléphone, le missile est repéré par des satellites de l'OTAN, plus le radar grave en France. On confirme qu'il vise vraiment nous et pas juste un test ou un bug. L'info file à l'Elysée, puis au ministre de l'Intérieur. Là, on déclenche FR Alert, plus les sirènes du réseau national d'alerte. Et tout ce circuit prend environ 15 minutes. Donc quand ton téléphone s'allume en rouge et que les sirènes hurlent, il te reste 10 minutes chrono pour descendre à l'abri. Ouais. Et crois-moi, tu ne pourras pas louper le signal. FR Alert en plein écran. Les sirènes RNA. 3 cycles de son montant descendant. Les mégaphones des flics. Les radios et les panneaux d'infos urbaines qui passent en mode apocalypse. Alors, quoi faire dans ces 10 foutues minutes? Déjà, chercher un abri souterrain. Les stations de métro à plus de 20 mètres de profondeur peuvent encaisser l'onde de choc et les secours d'une explosion nucléaire aérienne. Elles ont toutes les batteries de secours et des filtres à l'air pour capter l'air extérieur via les puits techniques. Toutes les autres sorties seront fermées par des portes blindées spéciales. Il n'y a pas de métro à proximité? Pas grave, plan B, n'importe quel sous-sol ou un parking souterrain. Regardez les chiffres affichés dans les cages d'escalier. Plus c'est bas, plus vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que plus il y a de couches de béton entre vous et l'extérieur, moins vous prenez de radiation et d'ondes de choc. Après les caves, il reste les pièces au centre de votre appartement, à l'écart des fenêtres. Mais bon, si l'explosion est trop proche, ça suffira pas. Imagine qu'une tête nucléaire standard explose au-dessus du centre du Moscou. Une comme celle du missile lancé sur le Japon. Puissance de 350 kilotonnes, soit 350 000 tonnes de TNT. Pour comparer, Hiroshima c'était 15 000 tonnes, donc 23 fois plus puissante. Elle explose à quelques centaines de mètres de sol. Un boule de feu d'un kilomètre de large apparaît dans le ciel, chauffe à 100 millions de degrés, puis retombe à 6000 en une seconde. La chaleur, la lumière et la radiation partent dans toutes les directions. À 8 km, tu peux quand même avoir des brûlures au 3e degré, juste à cause de la lumière. Ensuite, l'onde de choc écrase tous les bâtiments et tous les abris peu profonds dans un rayon de 2 km. Plus tu t'éloignes du centre, plus la puissance diminue. Dans cette zone périphérique, tu peux survivre dans une cave ou un abri bien solide. Même ta salle de bain peut faire l'affaire si ton immeuble tient debout. Par contre, les vitres exploseront comme des grenades, donc prévois un bon nettoyage niveau déco. Mais au final, plus de 500 000 de morts, 1,5 million de blessés. Et ça, c'est pour une seule ogive. Et ce n'est même pas fini. Les survivants, ils auront droit à un monde en ruine, sans lumière, sans chaleur, sans bouffe. Et pour ceux qui survivent et réussissent à quitter la ville, eh bien c'est là que les zombies commencent. Parce qu'une guerre nucléaire, ça détruit pas seulement les villes, ça décline aussi le climat. Tu pourrais croire que des centaines de têtes nucléaires vont réchauffer la planète, mais non. La chaleur ne dure que le temps que les villes et les forêts brûlent. Ensuite il fait froid. Très froid. Pourquoi? Parce que des millions de tonnes de suie et de fumée montent dans la haute atmosphère et forment une couche qui bloque le soleil. Résultat, plus de chaleur. Si le conflit est petit, disons l'Inde et Pakistan, et qu'ils balancent 50 bombes chacun, ça produit environ 5-6 millions de tonnes de suie noire. Ce scénario, c'est ce qu'on appelle une automne nucléaire. Résultat, la température mondiale qui chute de 2-3 degrés. Pas de récolte. 2 milliards de personnes risquent de crever de faim. Pas cool, mais survivable. Maintenant, imagine un scénario full apocalyptique. Russie contre les États-Unis. Là, ce serait 150 millions de tonnes de suie qui s'envolent. Le plein midi devient le soir et la température mondiale chute de 15 à 20 degrés. C'est ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Et là, même à l'équateur, rien ne pousse. Zéro agriculture, zéro pain, rien. Et ce ne seront pas que des pays en guerre qui seront touchés. Tout le monde y passe. Les bouddhistes qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, les papous qui savent même pas ce que c'est une bombe, les socialistes, les capitalistes, les riches, les pauvres, même destin pour tous. Plus de soleil, plus de chaleur, plus de printemps. Et tu pourrais dire, dans ce cas, il faut abandonner les armes nucléaires, non? Sauf que c'est trop tard.
On est tous devenus accros à cette merde. Et voilà le paradoxe ultime. Les armes nucléaires nous terrorisent, mais elles nous donnent aussi un sentiment de sécurité. Depuis leur création en 70 ans, le nombre de morts en guerre a chuté de 95%. Oui, sérieux, faut pas avoir peur de la guerre nucléaire, il faut comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, les risques sont bien moindres qu'en 1983. Pourquoi? Parce que on est beaucoup mieux préparé. Nos radars terrestres peuvent maintenant scanner l'espace sur plus de 6000 km. Même une merde grosse comme un ballon de foot, on la repère. Et les satellites modernes, pas mal non plus. Des deux côtés, ils sont devenus autonomes. Ils reconnaissent les vraies trajectoires de missiles. Ils croisent l'info avec les radars et si personne ne confirme, ils annulent l'alerte eux-mêmes. C'est pas mal, non? Et attends, j'ai encore mieux. La guerre nucléaire n'arrivera pas d'un coup. Elle ne surgira pas comme ça, hop, et surprise. Avant, les pays vont se disputer, comme jamais. Encore pire qu'à l'époque de la guerre froide. Et vous seriez au courant. Enfin, on devrait l'apprendre via les infos. Mais soyons honnêtes, on les verra d'abord dans les mêmes. Et là, fais-moi plaisir. Le jour où les mèmes sur la guerre nucléaire arrêteront d'être drôles, c'est le moment de te faire tes valises, d'acheter des conserves et de te casser loin des grandes villes. Mais en attendant, dormez tranquille. Et à nos chers politiciens, je veux dire une seule chose. Faites l'amour et pas la guerre. Parce que menacer les autres avec votre tête nucléaire à chaque désaccord, c'est comme mettre deux gars debout dans une flaque d'essence. Et à comparer qui a plus d'allumettes. Entraîne ton cerveau. À la prochaine.